Sophie, pour ces premières rencontres d'un autre Voilà, type. absolument. Oui, oui, c'est très amusant. Bienvenue et merci de m'accueillir chez toi. Eh ben, ça fait plaisir. Alors, je commencerai tout de suite par merci, bravo, extraordinaire de Non, savoir écrire un livre et de nous faire rire. Je pense que l'humour est ce qu'il y a de plus difficile à réussir en littérature. Avant d'aborder l'histoire, avant d'aller un petit peu plus loin, raconte-moi ce que c'est pour un auteur de se sortir un livre le 11 mars et oh là d'être là. confiné le 17. Alors, en fait, le truc, c'est que moi, je n'ai absolument rien vu venir, mais rien vu venir. Et j'ai un ami auteur qui me demandait, avant cette histoire de confinement, que l'école s'arrête, il me disait, mais est-ce que tu n'as pas peur du Covid? Et je lui disais, mais pas du tout, au contraire, c'est génial. Toute cette ambiance anxiogène avec mon titre, je pense que les gens auront envie de se changer les idées. Et au contraire, je trouve que ça va péter un petit peu, c'est de bon augure. Cette sortie est de bon augure. Donc, totalement dans le déni total. Voilà. Et au moment du confinement, ben, ça a été un peu, c'est un peu le blues, quoi. Du coup, on a moins envie de rire pour le coup. Et non, ben, j'étais triste et frustrée et déçue. Et c'est assez, on se sent très, très impuissant. Et voilà, c'est un peu la punition. On se sent Ouais. puni en fait. C'est une rupture sévère avec les personnages, avec le texte. On n'a pas le temps de porter quoi que ce soit. On a un passage à vide avant de se reprendre en main, de communiquer, d'échanger. Ben, en plus, moi, enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres auteurs, mais moi, même 6 mois, 5 mois, 4 mois, 3 mois avant la sortie du livre, je mets dans ma tête tous les soirs, je compte les jours, j'ai hâte qu'il sorte, je suis heureuse qu'il sorte, je me dis peut-être qu'il va peut-être pas sortir au dernier moment, qu'il va se passer quelque chose. En plus, là, j'arrivais chez la thèse, donc j'étais toute émerveillée, toute heureuse. Et du coup, je démarre avec une nouvelle équipe, donc je me disais, ça va être la sortie en grande fanfare. Et puis, voilà, au moment où ça sort, on se dit enfin, on peut le partager, enfin, on peut en parler. On n'a qu'une envie, c'est d'avoir des retours des lecteurs, voir comment ils vont accueillir l'histoire, comment ils vont la vivre, comment ils vont réagir au personnage de Jean, à cette histoire de rigologie. Moi, c'est vrai que ça fait des mois et des mois que je suis plongée dedans. Et j'ai eu déjà des retours par des lecteurs, des amis, la thèse. Mais du coup, voilà, on est dans un espèce de bouillonnement, on est dans un élan. C'est comme si on prenait son élan, voilà. On est prêt à sauter et bam, on se prend la vitre, le rideau en pleine tronche. En fait, c'est ça. C'est vraiment comme dans les dessins animés. Je me suis pris le râteau dans la tronche. Et du coup, on se retrouve, mais le cul par terre, et on se dit, mais où sont les gens? Où sont les lecteurs? Où est mon livre? Rendez-moi mon livre. J'ai l'impression que c'est un peu une prise d'otage. Moi, je l'ai vécu comme une prise d'otage. Bon, après, au-delà de ça, il y avait le drame sanitaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Ouais. j'ai mis quand même mon livre de côté et comme tout le monde, je regardais les infos, je regardais les chiffres, le décompte des morts, des blessés. Enfin, on a tellement Mais- basculé dans une autre dimension. À un moment donné, je l'ai mis un petit peu de côté. Mais c'est Et vrai que la maintenant, première action, c'était au secours, quoi. au secours. Donc, écoute, tout va bien, on va rattraper ça, on est là, Ah, on va en j'espère. parler, Ouais. il va rester sur nos tables de librairie. Avant que tu nous racontes un peu cette petite histoire et puis qu'on tourne autour de ces personnages, tu as toujours eu envie d'écrire, c'est un peu ton métier, tu travailles, tu es Oui, bah, en journaliste fait, et moi, scénariste. voilà, moi je suis journaliste avant d'être scénariste. J'étais journaliste de presse écrite. C'est vrai que j'ai toujours une espèce de facilité, comme on dit, pour l'écriture. Je suis plus à l'aise à l'écrit en fait qu'à l'oral. Je n'ai pas l'impression d'être très éloquente à l'oral. Je peux être plus intimidée, alors qu'à l'écrit c'est posé, c'est réfléchi et on ne voit pas les personnes à qui on s'adresse. Donc du coup, je me sens plus libre en fait dans ma pensée et dans ma créativité. Ça passe vraiment par l'écriture. J'adore ça en fait. Et c'est vrai qu'en fait, non, pour moi, l'écriture d'un roman, c'était quelque chose de totalement. J'en rêvais depuis très 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 longtemps, mais c'était totalement inaccessible. C'était trop sacré. Le roman était trop sacré à mes yeux. J'ai lu tellement de romans dans ma jeunesse, adolescente, et encore, j'étais tellement une grande lectrice de romans que pour moi, c'était un peu le Graal interdit. Et puis en fait, tout a commencé. Donc j'ai commencé un petit peu
par des scénarios de bande dessinée où ça me paraissait à peu près voilà, à ma portée. La BD est moins sacralisée que la littérature. Ouais. Ensuite, j'ai fait des guides, des petits guides pratiques. Bon, ça s'assimilait un petit peu à du journalisme. Et puis, j'avais écrit des courts-métrages, j'avais participé à l'écriture de longs-métrages. Et en fait, tout a commencé avec Joyeux Suicide et Bonne Année. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la vraie vie, en fait, à un moment donné, il y a la scène dans le bouquin, je me suis retrouvée vraiment à devoir sauter dans la Seine, en fait, pour sauver quelqu'un qui s'était suicidé sous mes yeux. Canal de Lourdes à Paris. Et en fait, j'ai vécu ça comme un truc, mais totalement... pendant une semaine, j'avais une montée d'adrénaline. Ouais. Et j'étais dans une espèce d'excitation en me disant, mais j'étais tellement contente d'avoir sauté, d'avoir sauvé ce monsieur, que je me suis dit, j'étais au bon moment, au bon endroit, et j'ai eu le bon geste. Et puis, ça m'a totalement ouvert les œillères, et je me suis dit, mais en fait, je buvais un café sur les quais, jamais j'aurais pensé qu'une heure après, j'allais sauter dans la Seine pour sauver quelqu'un. Et je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de choses, peut-être, dont je suis capable, mais que je ne m'autorise pas à faire par peur, en fait, tout simplement. Et ça a vraiment fait un effet assez fort. C'est-à-dire, je me suis dit, totalement libérateur. Et je me suis dit, si je suis capable de sauter dans la Seine, peut-être que je peux être capable d'écrire un roman. Et du coup, c'est grâce à ce monsieur, en fait, que je me suis lancée dans le roman. Et très vite, tu as préféré le genre humour, le genre une situation, parce que le talent, c'est pas de faire de l'humour et d'être uniquement dans le drôle, c'est de partir d'une situation, de partir de quelque chose de compliqué et de trouver la forme qui fait rire ton lecteur, mais qui touche le lecteur pour remettre cette émotion. Tu es resté, c'est ce registre-là qui te plaît, ça correspond à ton caractère. C'est-à-dire que oui. C'est-à-dire que sinon, je crois que ça fait partie du plaisir de l'écriture. C'est-à-dire, comme tu dis, d'aborder des sujets qui peuvent être graves, comme la dépression, le suicide, la difficulté de vieillir, ou voilà, le fait d'être moins à la mode et d'avoir moins de succès, par exemple, dans Courage Rion. Mais à un moment donné, c'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher. C'est comme un ressort chez moi, c'est-à-dire que l'humour doit être omniprésent, de même qu'il est omniprésent dans ma vie depuis toujours, hein, et que je ne peux pas vivre sans blaguer, sans rire, sans faire de l'humour. C'est une soupape indispensable. Et si je devais écrire des drames de façon très sérieuse, de façon presque pathos, ça me plomberait tellement, en fait, que j'aurais pas envie de me retrouver derrière mon ordinateur et de passer plusieurs mois dans une histoire. Exactement. Je peux pas. Alors, sautons dans le livre, sautons dans Courage Rion. En quelques mots, raconte-nous un peu l'histoire de Jean, avec qui nous allons passer à peu près 200 pages, et que nous allons voir tellement évoluer. Alors Jean, il s'appelle Jean, il a 55 ans. C'est un dessinateur de BD has-been, c'est-à-dire que il a eu son petit succès à une époque pour un certain genre de BD un petit peu franchouillarde, un peu les BD qu'on peut connaître. D'aller très loin, tu es allé très loin. Au secours, j'ai épousé une Bretonne, il faut aller oser. Mais quand on regarde un petit peu, quand on s'intéresse de près à un certain genre d'humour dans la BD, il y a toutes ces BD sur les blondes, sur la retraite, sur les pots de départ, sur les fonctionnaires, sur les motards, sur les pompiers. Je veux dire, c'est très lourd aussi, ça va très loin aussi. Donc en fait, ça c'était le petit clin d'œil parce que je suis bretonne, d'origine bretonne, et du coup ça m'amusait, ça se passait en Bretagne. Il est marié à une Bretonne et voilà, c'était mon petit clin d'œil à moi et ça me faisait rire. C'était tellement ringard de dire au secours, j'ai épousé une Bretonne que ça me faisait beaucoup rire personnellement. Donc déjà je me fais rire. Et ensuite, donc Jean ne va pas très très bien, c'est-à-dire qu'il fait un métier très solitaire, il a moins de succès qu'avant, il se voit vieillir, il se sent vieillir, il est en couple depuis plus de 25 ans avec Françoise, sa femme. C'est un moment de sa vie où ses deux enfants qu'il a
il a 2 enfants pour lesquels il s'est beaucoup investi dans l'éducation, qui sont partis faire leur tour du monde, donc il est seul à la maison. Il a l'impression on lui fait sentir qu'il râle beaucoup, il dérange beaucoup sa femme, et donc il va pas bien. Il a c'est un peu un dépressif qui s'ignore. Il fait des cauchemars. Il n'a pas réglé certaines choses avec son passé, avec son enfance, et croyant bien faire pour le secouer, sa femme, Françoise, décide pour son anniversaire de lui offrir un stage de rigologie, en se disant, la rigologie, voilà, ça va le booster, ça va le réveiller, lui qui fait de l'humour, ça va lui parler. Et en fait, c'est l'effet contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de le réjouir, ça va le plomber, et à un moment donné, il va se dire, mais comment j'en suis arrivée pour que ma femme, qui est la personne qui me connaît le plus au monde, se dise, tiens, je vais offrir un stage de rigologie à Jean. Et ça le plombe et il se dit, mais qui je suis pour qu'on se dise, je sais ce qu'il faut pour Jean, un petit stage de rigologie. Alors que l'humour, c'est son domaine. C'est vraiment, il le pratique depuis des années. Et c'est un peu lui renvoyer ce message, tu es définitivement un has-been et tu ne fais plus rire personne, quoi. Il n'est plus rien sans son rire. Dis-moi, Sophie, se mettre dans la peau d'un homme de 57 ans, est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que ça t'a donné plus de mal que dans la peau de l'héroïne de Joyeux Suicide et Bonne Année ou de La Reine des Quiches? Est-ce que parce que tu as une palette de personnages très large. Tu as effectivement cet homme de 57 ans, mais tu as aussi, on ne va pas trop s'attarder sur lui parce que son personnage est très fort, le jeune Arsène, qui est un ado. Tu t'es donné beaucoup de difficultés pour ce texte-là. Alors, je ne l'ai pas vécu comme ça. En fait, quand j'ai écrit La Reine des Quiches, il y a le personnage de Muriel qui est mariée avec Jérôme. Et j'ai eu énormément de plaisir à me mettre dans la peau de Jérôme. J'ai adoré être dans la peau de Jérôme. Et je m'étais dit, pour un prochain roman, j'adorerais cette fois-ci que mon personnage principal soit un homme. Et quand l'idée m'est venue de cette histoire de rigologie, de stage, d'homme dépressif, je me suis dit, il faut qu'il ait un certain âge quand même. Je ne peux pas en faire un jeune homme, je ne peux pas en faire quelqu'un au mieux de sa forme. Et puis, je trouvais que c'était intéressant de parler aussi un petit peu de la vieillesse du côté des hommes. Je trouve qu'on parle beaucoup de vieillissement chez la femme, mais finalement assez peu chez les hommes. Et en fait, j'ai pas eu l'impression que c'était si difficile que ça. En fait, c'est plus une question de personnalité, je trouve, finalement, que de genre. C'est pas si important que ce soit un homme, finalement, je trouve. Non, c'était le trait de caractère. Et tes personnages, tu réfléchis, tu les habilles, tu as un petit carnet par personnage pour avoir des notes, pour avoir l'évolution de leur caractère. Ils t'échappent? Alors, j'espère qu'il ne m'échappe pas. Il y a des réactions qui peuvent être différentes. En fait, non, évidemment, je le crée de toutes pièces. C'est-à-dire que je pars, en général, moi, quand j'écris un roman, par exemple, pour Joyeux Suicide, c'était une femme qui avait décidé, ma situation de départ, c'était une femme qui a décidé de programmer son suicide 2 mois avant Noël. Donc ça, c'était ma situation. Pour Courage Rion, ma situation, c'est quelqu'un un petit peu dépressif qui se voit offrir un stage de rigologie et qui le vit très mal. Donc, je pars de situation et ensuite, en fonction de ce que j'ai envie de raconter, je développe, je crée les personnages. Et donc, je m'étais dit, bon, pour cette histoire de rigologie, c'est encore plus vexant si c'est un homme. Parce que d'abord, peut-être que c'est un a priori, mais je pense que les hommes sont un petit peu moins curieux et un petit peu moins ouverts et un petit peu plus susceptibles, surtout quand c'est leur femme qui donne des conseils et qui fait un peu d'ingérence dans leur vie. En plus, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un forcément dont l'humour est le métier, parce que sinon c'est moins intéressant, c'est moins vexant. Un solitaire qui est sur une pente douce, donc voilà, qui est plus dans la pente de la loose que du succès. Donc le meilleur pour lui, le meilleur est derrière lui. Donc en fait, petit à petit, je l'habille comme ça de traits de caractère, et une fois que je suis dans sa tête, c'est un peu comme quand on enfile, je sais pas, les gants ou les habits d'une marionnette. D'un seul coup, on se met à penser comme le personnage, on se met à réagir comme le personnage,
on est mais tous les auteurs le diront, on est le personnage, donc on sait exactement ce qu'il va dire, comment il va réagir, et ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Et voilà, Et ça vient. ce qui m'a aussi touchée dans ce texte, alors il y a beaucoup d'humour, mais c'est ton talent, tu vas très loin dans ta description, dans les sentiments. Le rapport du couple vieillissant, est très bien traité, de la façon dont on se regarde plus avec le sourire dans les yeux, Voilà, et du l'attitude. coup, il n'y a plus cette fierté. C'est vrai. Ouais, ouais. Hein. Alors là, C'était, je suis un peu. Bon, moi, je suis en couple depuis très longtemps. Ça doit être 25 ans aussi. ouais, Donc là, on puise un petit peu, évidemment, même si on met de la distanciation, pardon, il y a aussi forcément un peu de vécu, d'expérience. Et je me suis projetée dans ce couple-là, où à un moment donné, effectivement, ça fait 25 ans qu'on se connaît, même si l'amour est là, voilà, on est plus facilement dérangé par son conjoint, on est plus facilement agacé, surtout si on trouve que l'autre en face met de la mauvaise volonté. Voilà, on est moins dans la béatitude. et alors, tu le dis toi-même, il y a une forme d'infantilisation, en fait, de cet homme qui l'exaspère. Il est plus Totalement, qu'adore. Sa totalement. femme le drive, le cornaque, Voilà, jusqu'à ce fameux cours de rigologie. de rigologie. Ça existe? Tu as entendu parler de cours de Ah, bien rigologie? sûr, oh là là, mais bien sûr, évidemment que ça existe. Ben oui, sinon Je connaissais le yoga du rire, mais et, Euh, ça existe. Est-ce que tu l'as testé? alors, non. Le truc, c'est qu'en fait, je suis tombée par hasard dessus. En fait, je suis tombée par hasard sur des vidéos de rigologie. Et en fait, ma première réaction a été, mais plutôt crever que d'aller à un cours de rigologie. Et du coup, en fait, l'idée est venue comme ça. Je me suis dit, mais alors là, moi, si on m'offrait ça, mais quelle horreur que je le prends. Je serais, mais horrible. Et je me suis dit, tiens, c'est amusant, l'idée d'un cadeau un peu empoisonné. Et je me suis Ouais. dit, c'est-à-dire que je me suis mis un peu dans la peau de ces femmes, parce que je trouve aussi que les femmes elles se trouvent souvent très psychologues. Elles ont une tendance un petit peu à se trouver très psychologues, ce qui n'est pas toujours le cas, je trouve. Et du coup, souvent, les femmes savent mieux pour leur mari. C'est-à-dire qu'elles aiment bien un petit peu savoir et diriger, surtout quand le mari est un petit peu apathique, râleur, renfermé. Donc voilà, François, c'est un personnage de caractère qui a beaucoup de personnalité, qui est infirmière. Il y a un métier qui lui fait Voilà, travailler ce voilà. courage et ce côté frondeur. Absolument. Et comme elle lui dit, elle a eu l'idée en voyant les clowns à l'hôpital. Donc, ce qui est encore plus vexant pour gens qui ne se sentent pas du tout malades, en fait. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, la rigologie existe. J'ai regardé des vidéos et des vidéos sur Internet. Et je me suis dit, c'est quand même, pour moi, ce serait un grand moment de solitude que d'assister à ce cours. Donc voilà. Donc j'ai transposé mon angoisse dans Jean, dans le personnage de Jean. Est-ce que c'est mettre le doigt sur la différence entre l'autodérision et la dérision? Rire de soi, c'est important. C'est primordial. C'est primordial. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Jean a perdu le sens de l'humour. Et en fait, sans dévoiler, il va se rendre compte que finalement, il pratiquait pas ou peu ou jamais l'autodérision dans ses BD. C'était vraiment de l'humour un peu franchouillard, bon enfant, voilà. Et du coup, je voulais effectivement parler de ça, de l'humour. Et moi, personnellement, je me suis dit pourquoi ça m'angoisserait, moi, personnellement, d'aller à un stage de rigologie. C'est-à-dire que c'est cette espèce de gymnastique, parce que c'est ça, hein, c'est une gymnastique qui peut faire du bien, et apparemment qui fait beaucoup de bien à certaines personnes, mais je trouvais ça un petit peu triste, limite sinistre, de se retrouver à 5-6 enfermés et de dire à 3, et commencer à rire et à rire, et ça déclenche un rire automatique qui devient une espèce de rire un peu nerveux, qui est un rire défouloir, mais qui n'est pas le fou rire nourri par quelque chose, par de l'humour, par une complicité, et qui n'est pas nourri par un moment de bonheur et de partage, je trouvais. Et je trouvais que c'était un petit peu triste d'en arriver là, finalement. Et du coup, Oui. c'est vrai que c'est plus de la dérision que de l'autodérision.
absolument. Voilà, qui sera dans la force. Dans tous tes livres, l'amitié est importante et très forte. On le retrouve vraiment dans tous tes textes. Il y a cette amitié sous-jacente entre certains de tes personnages et c'est une force tout au long de l'écriture, de la vie et de tes héros. Alors, je m'en suis pas rendu compte. On me dit souvent que que j'écris sur la solitude, mais je n'avais pas conscience. Mais tant mieux, ça me fait très Mais plaisir. quelque part, à chaque fois, on retrouve quelqu'un qui est une amitié. Je repars sur Joyeux suicide et bonne année. Si une de ses amies la supplie pas d'aller voir un psy, Oui, absolument. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jean, il va avoir des copains dessinateurs, un copain libraire. Absolument, oui, oui. Le libraire de BD, Et donc, en fait, ça forme un petit garde-fou dans ces c'est vrai, moments difficiles. c'est vrai. Alors c'est vrai que, enfin, ça vient peut-être ça tient sans doute du fait que, enfin, pour moi, je trouve que dans la vie, le plus important, à part l'humour, c'est de savoir bien s'entourer. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas forcément bien s'entourer. Se choisir, en fait, quand je dis bien s'entourer, c'est vraiment se choisir des gens qui vous font du bien et qui ont de bonnes intentions et qui sont bienveillants à votre égard. Et ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours si évident. Euh, je me rends compte en observant voilà, autour de moi comme n'importe qui, parfois on se met sous l'influence de personnes où on se remet entre on confie nos vies à des gens qui ne sont pas forcément très attentionnés et très bienveillants. Et qui peuvent nous modifier le caractère, en fait, nous obliger à nous comporter différemment de Voilà. notre vraie nature. Et qui ne poussent pas à être le meilleur, à donner le meilleur de nous-mêmes, quoi, vraiment, qui ne valorisent pas en fait qui nous sommes. Voilà. Ouais. Ouais. Et alors, pour en revenir à Jean, il y avait deux choses qui m'ont paru importantes dans ton texte. C'est le fait le besoin de se sentir utile, de se comparer à des situations difficiles, de se confronter à ça et de puiser sa force dans l'utilité. Ben, c'est-à-dire que Jean se sent totalement inutile au début de l'histoire, il se sent inutile chez lui, il ne se sent plus utile auprès de ses enfants, il a très bien fait son boulot d'ailleurs, ses enfants voyagent et sont bien dans leur peau et parcourent le monde, donc il se sent un petit peu plus utile dans le monde de l'édition, il est même plus sûr d'avoir encore une place dans le monde de l'édition parce que ses albums ne se vendent plus, on ne lui propose plus de projets, lui-même n'a pas d'idées à soumettre aux éditeurs avec qui il travaille, donc il se sent vraiment ballotté, inutile dans son atelier au fond du jardin. Et de là, en fait, quand il est confronté au personnage d'Arsène, le fameux Arsène, il est parachuté dans une situation totalement inattendue, qu'il n'a pas anticipée, qu'il n'a pas eu le temps d'anticiper, qui est très brutale. Qui peut avoir une issue fatale pour Arsène, c'est un jeune, il a une leucémie, donc il est malade. Et d'un seul coup, il va se créer cette alchimie entre eux, cette amitié. Il y a une étincelle très forte, une attraction très forte l'un pour l'autre. Et Arsène étant lui-même à un moment donné de sa vie où il a un besoin crucial de soutien, il a fait le pont avec tous ses amis parce que c'est un ado, il n'a pas envie qu'on le voit diminuer physiquement, il n'a pas envie qu'on le voit transformé par la maladie, il ne s'assume pas. Et donc, ils ne se jugent pas mutuellement et ils sont très complémentaires. Et en fait, c'est comme s'ils sont aimantés l'un vers l'autre, en fait, vraiment. Et c'est un élan vital qu'ils ont l'un pour l'autre. D'ailleurs, qui se fait immédiatement, quoi. Immédiatement. Et par contre, Jean va faire des progrès, lui qui avait une vie un peu égoïste par certains côtés et qui était de plus en plus égoïste. Oui, il ressassait beaucoup sur lui-même. Il ressassait beaucoup, il était autocentré. Il va avoir une réaction plutôt empathique face à la souffrance, que ce soit avec un personnage de ton texte qui va devoir s'arrêter brutalement,
que ce soit vis-à-vis de ce jeune garçon, que ce soit vis-à-vis des patients de cet hôpital où travaille sa femme. Il a un regard sur la souffrance et sur le besoin d'autrui qui va tout d'un coup changer sa perception des choses. C'est-à-dire que la dépression l'a replié sur lui-même. Il ressasse, il a ses ornières, il est sur son malheur à lui, mais comme quand on est malheureux, de toute façon, on ne peut pas regarder autour de soi, on est sur soi. Et le fait, cette rencontre, en fait, avec Arsène va le bousculer, mais dans le bon sens du terme. Et face à une telle situation, de toute façon, n'importe qui, j'ai envie de dire, serait touché par la situation d'Arsène, parce que c'est la maladie chez un enfant, je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus touchant. Donc, forcément, il s'oublie, ne peut que s'oublier, ça lui fait du bien d'ailleurs, je pense, de s'oublier. Et comme Arsène, en fait, n'est pas dans comme on pourrait le croire, c'est un enfant qui a beaucoup de charisme, qui a de la tchatch, qui a de la répartie, qui reste un ado, qui est plein de vie. Il est malade, mais il est plein de vie. Et du coup, il déboussole un petit peu Jean. Et en plus, il a un humour, quoi. Je veux dire, il déborde d'humour, mais du vrai humour. C'est-à-dire que c'est pas un rire mécanique comme la rigologie, et c'est pas ces petites blagounettes. C'est vraiment... Est-ce que tu es d'accord? Excuse-moi, je te coupe la parole. Oui. Est-ce que tu es d'accord? C'est encore un exemple d'autodérision? Mais totalement, mais totalement. Mais en fait, il est à fond dans l'autodérision et c'est ce qui lui permet, c'est ce qui lui donne la force, en fait, d'affronter sa maladie, de la mettre à distance. Et je trouve que l'humour sert à ça dans la vie, c'est-à-dire mettre en distance les angoisses, les problèmes, tout ce qui nous fait peur. C'est une bonne façon de... C'est un regard décalé sur une situation angoissante, dramatique. Et la seule façon pour Arsène, du haut de ses 13 ans, de la vivre et de l'accepter, c'est d'en rire. Et donc, il rit de lui-même et avec un humour, mais qui est sincère et qui n'est pas pour... c'est une espèce de nature comme ça et c'est un don, je trouve, d'avoir cette autodérision en lui. Et du coup, c'est ce qui va donner l'étincelle à Arsène et cet élan et cette envie de créativité. Exactement, c'est lui remettre le crayon dans la main, lui redonner le pouvoir. Alors, c'est drôle, on parle d'un livre très drôle et vraiment, je vous garantis que ce livre est drôle, il fait rire et c'est rare de rire à haute voix quand on lit un texte. Il y a aussi un sujet fort. Nathalie, si tu me donnes 2 secondes, il y a aussi un sujet fort, c'est la résilience. Oui. C'était quelque chose que tu tenais à placer dans cette histoire? Bah oui. Donc là, tu parles de ce que va faire, parce que dans tout le travail que Jean va faire sur lui, c'est un autre aspect du travail qu'il va pouvoir faire sur lui. Ben, c'est-à-dire qu'il va faire un deuil, enfin je ne sais pas, tu parles de... Oui, du vécu, voilà, de Jean. Du traumatisme de son enfance, sur lequel il n'est jamais revenu, pour des raisons qui sont expliquées dans le roman, et qui l'ont empêché finalement de... C'est un traumatisme qui a fait l'homme qu'il est, le dessinateur de BD, qui lui a donné cette sensibilité, cette envie de dessiner, de faire sourire les enfants, comme il dit. Et en même temps, c'est vrai qu'au début du roman, il a ces cauchemars qui reviennent, il ne comprend pas pourquoi, il y a son inconscient qui le travaille, et c'est comme un espèce d'énorme boulet qui l'empêche finalement d'avancer sereinement dans la vie. C'est-à-dire que Jean arrive à un moment, effectivement, où il arrive à l'âge charnière où son propre père est mort. Donc, il se projette dans quelque chose de très angoissant pour lui et il n'a pas la sérénité. Il a l'impression, il vit dans le passé et en même temps, il est bloqué dans le passé et en même temps, il ne veut pas regarder dans le passé. C'est-à-dire qu'il est englué dans le passé et du coup... il ne voit pas le côté, la chance extraordinaire qu'il a d'avoir 56 ans, d'avoir une femme à ses côtés, d'avoir des beaux enfants, d'avoir une carrière
faut qu'il arrête de croire que le meilleur est derrière lui, parce que le meilleur, c'est ce qu'on en fait, et le meilleur, ça peut être maintenant, ça peut être demain, peu importe l'âge, finalement. Est-ce que c'est pas la leçon qui est à tirer de chacun de tes textes? Sûrement. Oui, de toute façon, il y a toujours une question toujours de mort. Mais même sans parler de mort, mais avançons, il y a toujours du bon, il y a toujours plus malheureux. Regardez, c'est le verre à demi vide et à demi plein. Absolument. C'est la façon d'avancer. Si j'ai droit encore une toute petite question, est-ce que tu lis à haute voix des passages quand tu écris pour avoir ce ton juste et avoir cette humour? Je sais que ça se fait beaucoup, mais en fait, je commence un petit peu à lire, puis en fait, non, j'arrête. Enfin, de me lire à voix haute, hein, je veux dire. C'est-à-dire, non, c'est vraiment en fait, non, je me lis dans ma tête. Et là, tu te dis, ça y est. Dans ma tête, de toute façon, j'ai eu le sentiment, en tout cas, dès les premières lignes, d'avoir eu le ton juste, d'avoir Jean. Je l'avais, mon Jean, je l'avais, et j'avais son ton, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. J'ai eu le sentiment tout de suite, c'est une question de tempo, de rythme, de vocabulaire, je sais pas, voilà. Donc j'avais le sentiment de l'avoir, mais non, je me lis pas à voix haute. Je suis désolée. Je ne clame pas mon texte. Mais tu rirais trop. Tu rirais trop. Non, en fait, le problème, c'est que je pense que j'ai trop d'autodérision et que je me regarderais rire en me disant, mais ma pauvre fille. Tu vas être toute seule. Voilà, exactement. Arrête. Vraiment, arrête. C'est trop. Bon, donc, je te garantis que ça fonctionne. Bon, génial. Merci. Merci beaucoup. Moi, juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que vous avez une rythmique de quelqu'un qui fait de la musique. Je pense que ça vient de là aussi. Moi, je suis musicienne, donc c'est vrai que la rythmique de votre texte, on a l'impression que vous avez fait de la musique. Et je pense que c'est pour ça que Marie-Adélaïde pose la question de savoir si vous lisez à haute voix, parce que ça, souvent, les musiciens, moi je joue du piano, quand on joue du piano, on a tendance à fredonner. Et là, on a l'impression, effectivement, dans la rythmique de vos phrases, que c'est très, très musical. Ah, ben alors là, je prends le compliment direct, j'adore, merci beaucoup. Et d'autant plus que je ne suis absolument pas musicienne, donc malheureusement, je ne joue d'aucun instrument. Et peut-être que vous devriez vous y mettre, parce que je pense que vous avez oui, absolument. Vous devriez avoir des facilités. Mais en tout cas, moi, par rapport à la personnalité, au personnage, quoi. Alors, Marie-Adélaïde a très bien travaillé, très bien mené cette rencontre parce que vous avez quasiment répondu à toutes les questions qui ont été posées sur la rigologie, tout ça. Moi, je voulais aussi vous féliciter parce qu'effectivement, faire rire les gens à l'écrit, c'est quelque chose de très compliqué. Et là, vous excellez vraiment depuis un petit moment dans vos livres. Et il y a une question, est-ce qu'il y aura une adaptation BD ou télé ou cinéma? La question revient souvent. Pour vos livres, parce que les gens trouvent ça très... très adaptable. Alors, pour Joyeux Suicide des Bonnes Années, il y a une adaptation qui est en cours. Il y a un scénario qui a été écrit, que j'ai lu. J'avoue que je ne suis pas emballée du tout. Ah, zut. Non, alors non, je ne devrais pas le dire, hein, ça ne se fait pas de le dire, mais non. En fait, ils se sont, on va dire que c'est très librement inspiré pour Joyeux Suicide des Bonnes Années. Et en fait, ils ont tout changé. Donc, du coup, je n'ai même pas compris. Ils ont changé. Enfin, bon, bref. Donc, mais là, je crois qu'avec le coronavirus, tous les tournages à l'arrêt, je crois que j'en saurai plus peut-être dans les semaines qui suivent, mais je crois que ça a dû mettre un coup de frein un peu aux dates de tournage qui étaient éventuellement prévues pour Joyeux Suicide et Bonne Année. Donc après, pour Courage Rion, moi j'adorerais évidemment que ce soit un film parce que je trouve que ça ferait un super film et je trouve qu'il y a un beau personnage et que voilà, je pense que ça pourrait donner lieu à des jolies scènes, à des belles scènes et en même temps ça se prête totalement à la comédie parce que je pense que des scènes de rigologie, des vrais cours de rigologie au cinéma, voilà. Moi j'imaginais Isabelle Nanty dans le rôle de la rigologue. Pas mal. Et je me disais, elle serait géniale, elle est juste géniale, quoi. Donc voilà. Et alors pour la BD, c'est marrant que vous disiez ça parce qu'en fait je rêve, j'en avais parlé un petit peu au service marketing de la thèse, j'adorerais qu'on demande, non mais ils le savent, hein, je leur ai dit déjà, mais j'adorerais en fait, je m'étais dit ce serait bien peut-être pour un concours, si ça intéresse les gens, de faire les planches BD imaginées par Arsène et Jean, de les faire dessiner en fait, de les mettre en planche par des vrais dessinateurs
et de les faire gagner, par exemple. Voilà, je trouve que ce serait une bonne idée, peut-être, cadeau pour des lecteurs, de leur faire gagner les planches BD imaginées par Arsène et Jean. Voilà. Il y a une question qui est posée. Est-ce qu'il vous arrive, dans une journée, de ne pas rigoler? Alors non, heureusement d'ailleurs, enfin, ça a dû m'arriver, hein, oh là là, ça m'est arrivé, et alors c'était pas des bonnes journées. Donc après, je suis pas une espèce de, je suis pas, enfin, je rigole pas. Oui. Voilà, je sais être sérieuse et je peux être sérieuse, mais c'est vrai que ben voilà, j'adore rire Ça se sent, ça se Ouais. sent, ça se Vous êtes retrouve. solaire, vous êtes solaire. Moi, je voudrais juste revenir ouais. sur votre titre 2 minutes. Oui. Courage, rions. Est-ce que vous Ouais. croyez qu'il faut avoir du courage pour rire dans la vie? Est-ce que c'est un acte de courage que de… Pourquoi Alors avoir employé ce mot courage? ben, parfois je trouve que ça demande une forme de courage. D'abord, faire preuve d'autodérision, ça demande une forme d'intelligence et de courage, je trouve. Et déjà, c'est accepter d'avoir un regard sur soi, pas forcément flatteur, très humain finalement. C'est s'accepter, prendre en compte ses défauts, ne pas essayer de se mettre sous son meilleur jour forcément. Et c'est accepter d'exposer ses faiblesses, pardon, et d'en rire, je trouve. Donc pour moi, oui, je trouve que ça demande une forme de courage. Et je sais que par exemple, il y a des situations, j'avais lu des bouquins ou vu des documentaires, il y a des situations qui peuvent être dramatiques. Je sais par exemple que j'avais lu des bouquins, par exemple, sur les camps de concentration, où ils arrivaient à trouver le courage ou la force, l'élan vital de rire malgré tout. Et je trouve ça, c'est ce qui nous rend vraiment humains dans ce qu'on a de plus beau, je trouve, de rire de soi, de rire ensemble, de rire avec l'autre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus génial. Donc voilà. Puis j'ai aussi la question du bac du jour. Peut-on rire de tout? Alors, Selon vous, hein? on m'a déjà posé la question. Peut-on rire de tout? Alors, je me suis renseignée. J'ai potassé. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de philosophes, en fait. Apparemment, il y a Bergson qui a écrit, je ne le savais même pas, je suis vraiment honteuse pour le coup, voilà, j'ai beaucoup de lacunes, qui a écrit un essai sur le rire, où il explique qu'on peut rire de tout. Après, ça dépend si c'est rire, on ne peut pas rire de quelqu'un ou avec quelqu'un. Quand il y a trop d'émotions, apparemment, on ne peut pas. On ne peut pas rire, en fait. Pour rire, il faut accepter de mettre son émotion de côté et de mettre de la distance, justement. Et voilà, pour faire un pas de côté et arriver à avoir un regard décalé sur une situation. Moi, personnellement, je ne peux pas rire de tout. Tout ne me fait pas rire. Il y a des situations trop triste ou trop dramatique, où je suis trop impliquée émotionnellement pour arriver à en rire, en fait. Mais si des personnes, en fait, qui ont vécu ces situations dramatiques arrivent, elles, à en rire, ça veut dire qu'elles ont dépassé ce drame, et c'est une victoire. Elles peuvent en rire. Moi, si je n'ai pas vécu la situation, je n'arriverai pas à en rire et à faire rire avec, en fait. Alors moi, j'ai un exemple, par exemple, moi, mon exemple à moi, c'est que parfois, dans des situations dramatiques, le seul moyen que j'ai, c'est soit je me tais, j'en vais, soit je rigole. Donc c'est terrible. C'est très, très dérangeant pour les autres, mais il y a des fois, c'est une réaction. C'est un rire nerveux? Non, même pas, mais je rigole vraiment, comme si j'avais un truc très drôle, quoi. Il y a différentes formes de rire. Mais moi, je me souviens de fou rire à l'école quand on se fait, enfin voilà, où on était. Mes meilleurs fou rires, c'était quand on a le nez dans le cartable ou dans la trousse et on rit, ou alors oui, il y a des situations où il ne faut pas rire du tout, et justement parce qu'il ne faut pas rire, c'est là qu'il y a tellement de tension, en fait, il y a tellement de tension que c'est la cocotte explose, et c'est un rire, en fait, libérateur, qui est là pour relâcher un peu tout ça. Et Marie-Adélaïde, tu as dû avoir ça. Moi, j'ai eu un fou rire en magasin où un jour, j'ai un jeune garçon qui est venu me demander: est-ce que vous avez des escarpins fourbes de Molière? Et j'ai pas pu me retenir, quoi. Je suis partie en fou rire. Il a fallu que je sorte du magasin tellement je rigolais. Et lui, il n'a pas compris parce que lui, il était vraiment dans son truc. Il était tout fier. Il avait vaincu. Il avait passé la porte de la librairie. Il était rentré. Il était tout content. Et moi, j'ai explosé de rire, quoi. J'ai pas pu. C'est terrible. Et justement, dans votre livre, il y a un moment où il y a écrit, je ne sais plus comment c'est tourné la phrase exacte, c'est que pour Jean, l'humour, c'est compliqué. On a envie de dire, mais comment ça peut être possible, une chose pareille? Comment ça peut être compliqué, l'humour, pour quelqu'un? Est-ce que ça a été compliqué pour vous? Alors,
Moi, par contre, j'ai un rapport compliqué avec les gens qui n'ont pas d'humour. C'est-à-dire qu'il y a des Oui, gens… mais moi aussi, hein. Moi aussi, Voilà. je vous rassure. Hein. Non, non, il y a des gens dans la vie qui sont premier degré, enfin vraiment qui sont tout le temps premier degré. Et alors moi, ça me glace. Pour le coup, c'est-à-dire que j'arrive même pas j'arrive même plus à leur parler parce que c'est tellement plat. Il manque la petite étincelle, la petite malice, je sais pas, où on sent à un moment donné, on peut peut-être échanger un petit regard, quelque chose. Non, l'humour, ça ne devrait pas être compliqué, je trouve. C'est naturel de rire. Après, tout le monde n'a pas de l'humour, mais on peut avoir suffisamment d'humour pour l'apprécier, en tout cas, chez quelqu'un, ou pour apprécier une situation, ou une comédie, ou un dialogue, ou un spectacle. C'est-à-dire qu'on ne serait pas capable soi-même de monter sur scène et de faire rire une salle, mais on a assez d'humour, en tout cas, pour avoir la complicité et pour en rire, en fait. Donc non, je trouve que c'est pas compliqué, l'humour. Non. En tout cas, avant de laisser la parole à Marie-Adélaïde, je voulais vous remercier parce que souvent, on a des clients qui nous demandent je voudrais lire un livre qui est drôle. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et merci parce que vous permettez de transmettre des choses très drôles qui font rire nous aussi. Même moi, quand on attrape le bouquin, on ne peut pas s'empêcher de rire. Marie-Adélaïde, j'imagine que c'est pareil. En tout cas, je voulais vous remercier pour ça. Et je vais laisser la parole à Marie-Adélaïde parce qu'elle a une petite annonce à faire à propos de votre livre. Alors, à propos de ce livre qui est à lire, qui est vraiment à découvrir, vous allez passer un moment merveilleux. Et alors, mise en place aujourd'hui, grâce à la bonne idée de Frédéric, de Nathalie et à la gentillesse de Sophie, nous avons la possibilité de vous proposer, si vous le souhaitez, d'avoir un livre Courage Rayon dédicacé par Sophie. Alors, rien de plus simple. Vous achetez sur le site de la librairie, parce qu'on est obligé de passer par une librairie, le site marchand www.librairiedoucet.fr, et dans la petite case en bas, vous pouvez mettre un commentaire, vous mettez pour qui, à quel nom, ce que vous souhaitez sur cette dédicace. Nous nous rapprocherons de Sophie qui nous enverra ces petits mots. Moi, je les imprime et je vous envoie votre livre avec une étiquette collée et la dédicace de Sophie. Génial. Donc, nous contournons la réunion virtuelle, nous contournons le fait… Alors, moi, j'ai une petite question. C'est génial. Une petite question parce que Frédéric de Gelt m'a fait un jour ce genre de dédicace et elle m'a fait ça sur une étiquette de vin. Est-ce que toi, ça parce que c'était très drôle, hein, c'est très réussi hein, pour une bordelaise, j'ai trouvé ça génial. Mais, je pense qu'on va privilégier l'étiquette blanche qui pourra être collée dans le livre. Bon, tant pis. Avant de conclure, champagne, c'est bien, une étiquette de champagne. Des bulles. Je trouve que pour rire, les bulles du champagne, c'est parfait. Absolument. Apprendre la prochaine fois, Sophie, quand on se retrouve. Ah oui, volontiers. On a décidé de mettre à l'honneur des livres de poche, parce que le livre de poche a une place importante dans le monde de l'édition. Donc, Marie-Adélaïde, je te laisse faire le tien, et puis moi, j'ai choisi un petit clin d'œil, mais je te laisse, sauf si tu veux que je commande, c'est comme tu veux. Non, c'est un plaisir. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de mettre à l'honneur des auteurs qui sont sur nos tables en poche. Souvent, on n'en parle pas. Tout notre métier est un métier de passion, est un métier d'envie, excusez-moi, de transmission. Moi, je voulais vous parler Le matin est un tigre de Constance Joly, paru chez J'ai lu. Je ne sais pas si vous avez lu ce petit texte. Qui est plein de poésie, plein d'humour aussi. Il est des passages très drôles, Sophie, sur une maman qui voit grandir, évoluer sa fille, qui est atteinte d'une maladie absolument incroyable, qui est plus une maladie littéraire et imaginaire qu'une maladie physique. Et c'est le combat de cette maman bouquiniste à Paris, qui va tout faire pour sauver sa fille. Il y a un clin d'œil à Boris Vian, à cette écriture un petit peu pleine de fantaisie. C'est très, très beau. Vraiment à découvrir. Alors moi, je voulais juste faire un clin d'œil à Sophie parce que ce livre, avec ce titre, qui est quand même, mais tellement ce titre,
Qui n'a pas dit une fois dans sa vie joyeux suicide et bonne année quand même? Parce que ça, c'est un titre de dingue. Donc ça, il faut le lire parce que c'est l'histoire de Sylvie Chabert. Alors Sylvie Chabert, elle trouve que sa vie, elle n'est pas géniale, qu'elle est toute seule, elle n'a plus de parents, elle trouve que ça ne va à rien. Et donc, elle a envie de se suicider, sauf qu'il y a plein d'événements qui vont arriver qui sont drôles, qui sont très émouvants. Donc, il n'y a pas que... Il y a plein de réflexions. Et tous ces imprévus, ça va vraiment vous faire rire. Alors, vraiment. Et puis, alors, en plus, il y a des petits cerfs. Et moi, c'est mon animal totem. Donc, je trouve que cette couverture, elle est très réussie. Ouais, un petit clin d'œil à nos amis du livre de poche. Donc, voilà. Donc, moi, c'était mon clin d'œil du soir. Donc, en tout cas, moi, je vais vous remercier. Je rappelle que le livre de Sophie de Villenoisy, Courage Rayon, sorti aux éditions Lattès le 11 mars, va vraiment vivre sa vie maintenant chez les libraires. Donc, allez-y, courez, parce que je pense qu'on a besoin de rigoler. C'est très important, comme on l'a dit en 30 minutes, un peu plus même. Il est en vente aussi chez Marie-Adélaïde, sur tous les sites marchands de vos libraires et surtout chez vos libraires. Allez voir vos libraires parce que je crois qu'ils ont besoin de vous voir aussi. Et achetez des livres parce que c'est important aussi de soutenir les auteurs. Car sans les auteurs, nous ne serions pas les libraires que nous sommes, Marie-Adélaïde. Donc voilà. Donc merci beaucoup Sophie, merci Adélaïde. Je vous laisse le mot de la fin. Et demain, on se retrouve à 19h avec Agnès Martin-Lugan qui a sorti son livre aujourd'hui. Et ça, c'est le livre Nos résiliences chez Michel Lafon. Donc je vous laisse le mot de la fin. Et on va se quitter, ça sera un peu triste, mais on va rigoler avant. Marie-Adélaïde, Sophie, je vous laisse. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour cette technique. Merci Sophie. Merci pour cette spontanéité. Merci pour ce rire, cette complicité. C'était très, très agréable de ce moment avec toi. On s'occupe de Courage Rayon et vraiment, je vous invite à oser, à passer le cap, à libérer vos émotions, puisque en fait tout ça est une attitude et c'est une forme d'élégance de vie que nous apprend Sophie. Donc bravo, bravo et continue à écrire sur cette même veine. Génial. Comme dirait Saint François d'Assise qui disait une journée sans sourire, on va dire sans rire, est une journée perdue. Je crois qu'il a raison. Donc voilà, ça sera le moment. Exactement. Bon, je vais vous laisser dans le noir. C'est pas très rigolo. On va se retrouver dans le noir. Toutes les infos sont sur notre site unendroitoualler.com. Donc là, je pense que la rencontre de ce soir sera la semaine prochaine en replay. Donc vous pourrez rigoler à nouveau avec Sophie et Marie-Adélaïde. Donc je vous souhaite une belle soirée, mesdames, et encore mille merci d'avoir été avec nous. Merci. Et à très bientôt. Merci pour tout.